Je dis simplement que j'observe qu'on aime être la préférence de quelqu'un, qu'on aime se dire qu'il y avait, 15 personnes, 10 personnes, et ce fut moi. Il y a quelque chose qui me consacre comme unique. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci, car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Cela fait très longtemps déjà qu'Aromazone fait partie de ma routine beauté quotidienne et je suis contente que cette belle marque française engagée nous accompagne comme partenaire de Métamorphose. Je vais donc vous confier mes produits incontournables. Alors le matin, j'applique leur fameux sérum à l'acide hyaluronique avant ma crème qui hydrate, repulpe et rend la peau lumineuse. Et le soir, ou bien après une belle et intense journée en studio, je prends un temps pour moi en utilisant leur crème riche en collagène vegan, espilante, à la fois douce et réconfortante. Je complète le tout avec leur cure de collagène marin en complément alimentaire. C'est ce qu'on appelle le in and out, prendre soin de sa peau de l'intérieur et de l'extérieur. Bien sûr, chacun peut retrouver les produits qui lui ressemblent et c'est cela qui est formidable chez Aromazone. Leur expertise scientifique, la qualité de leur formule à l'efficacité prouvée, naturelle et sans ingrédients controversés en font une référence du soin au naturel. Alors pour définir votre propre routine beauté ou bien-être, rendez-vous sur aroma-zone.com ou en boutique. Parler de libido dans le couple, c'est peut-être encore plus tabou que d'évoquer son salaire. Et pourtant, aujourd'hui, le désir semble s'imposer comme un pilier essentiel de la relation amoureuse. Serait-il devenu le nouveau ciment du couple ? Et si le désir s'étiole, cela signifie-t-il que la relation est vouée à l'échec ? Mon invitée du jour a justement fait de ces questions le cœur de son travail. Thérapeute de couple, sexologue et psychanalyste, elle explore depuis des années les rouages conscients et inconscients du désir et de l'érotisme dans la vie à deux. Elle vient tout juste de publier aux éditions Albin Michel un ouvrage passionnant, J'ai envie, moi non plus, dans lequel elle propose des pistes concrètes pour mieux comprendre le désir amoureux et le raviver. Un livre à la fois éclairant et déculpabilisant qui invite à repenser notre rapport au désir, loin des injonctions et des clichés, et nous livre des clés pour renouer avec une intimité vivante, sincère et surtout désirante. Je suis ravie d'accueillir pour la première fois dans Métamorphose Cécilia Como. Bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va ? Ça va très bien. Je vous écoutais lire et je trouvais ça très joli. C'est vrai ? Ah ouais, vraiment, et très juste. C'est agréable de sentir que quelqu'un a vraiment saisi en fait le message que je voulais faire passer. Bon, ça commence bien alors, ouais. Entre nous là. C'est parfait. Alors, j'avais envie de commencer par cette question plus personnelle. Pourquoi avez-vous porté votre attention sur le désir, peut-être dans votre pratique de thérapeute de couple ? Vous avez aussi, je crois, vécu aux États-Unis, exercé. Voilà, dans votre carrière, on va dire ça de cette manière. Alors, une des choses, c'est que c'est un peu un spin-off aussi de mon livre précédent, sur lequel j'avais abordé la notion du désir, pas mal, mais pas vraiment creusé. Et on est limité par un nombre de pages dans des livres, donc je pouvais pas non plus en parler plus que ça. Donc j'ai sorti ce sujet pour finalement mettre vraiment les projecteurs dessus, parce que c'est vraiment, il m'a semblé dans tout ce que j'entends, que le sujet des gens n'était pas la sexualité en tant que telle, puisque quand ils ont une sexualité sans désir, ou qui sentent qu'il n'y a pas de désir, ça leur va pas non plus. Donc le sujet, même s'il l'amène en disant on fait pas assez l'amour ou autre, c'était elle ne me désire pas ou il ne me désire pas. Et dans ce sujet, il y a une vraie souffrance. Et donc c'était parce que je suis quelqu'un de curieux, j'ai un métier où il faut être curieux, avoir le goût des autres. Voilà, et vraiment ça m'a. Cette question de qu'est-ce qui nous rend désirable et pourquoi le désir est archi présent au début d'une relation, puis pour certains s'étiole, voire disparaît. Enfin, c'est un peu comme une enquête policière.
Vous avez un élément, presque un mort, hein, le désir, et vous voulez comprendre finalement qui l'a tué et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de couples où le désir ne disparaît pas. Donc il y a aussi cette interrogation de se dire mais qu'est-ce que eux ont fait pour que ça fonctionne, et qu'est-ce que eux ont fait alors qu'ils ont l'air de s'aimer tout autant, pourquoi eux ça ne fonctionne plus, et pourquoi la question qui était encore plus perturbante, hein, je disais souvent c'est un peu le Rubik's Cube des sexologues, c'est que ils s'aiment. Et il m'explique que sur ça, il n'y a pas de débat, qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de tendresse. Ils ont comme ça des élans qui sont de bonne qualité, mais il n'y a plus de désir sexuel. Alors ça, c'était vraiment intriguant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, à l'inverse, vous disent que pour avoir des relations sexuelles, alors c'est vrai que beaucoup de femmes me disent « j'ai besoin d'avoir des sentiments ». Et dans l'autre sens, j'ai bien des sentiments, mais je n'ai pas de désir sexuel. Oui, alors on va décortiquer tout ça pendant l'émission. On va mener l'enquête. Je vais vous appeler commissaire Como finalement, puisque vous parlez de ça vraiment un peu une enquête. C'est un peu une enquête. Ouais. Vous êtes notre Esther Perel française, hein, on dirait, parce que vous avez vécu aux États-Unis. Vous la connaissez évidemment, c'est la papesse du couple. Elle venait de sortir son livre quand je l'ai rencontrée. Oui. Vous l'avez rencontrée ? Enfin, rencontrée quand j'ai entendu. Oui, pas voilà, d'elle. C'était. Alors vous dites, je vous cite, « Désormais, le garant du couple strictement monogamique n'est plus l'amour, les normes sociétales ou la religion, c'est le désir érotico-sexuel pour et de son partenaire. Le voici essentiel, voire nécessaire, même si non suffisant pour envisager un couple sur le long terme. Là se situe certainement le grand virage de l'amour moderne. » Alors pourquoi cette tirade un peu longue ? C'est parce que d'ailleurs Esther Perel le dit très bien aussi, il y a vraiment aujourd'hui dans les attentes, même dans les injonctions, il y a un tournant. Peut-être parce que c'est moins tabou qu'on en parle aussi, qui s'opère. Vous voyez, vous, tout au long de votre carrière, cette évolution de manière très nette ? Alors, non, parce qu'on parle quand même d'une période plus longue. Mais le désir, le fait que ce soit devenu quelque chose, effectivement, presque d'incontournable dans un couple, à l'échelle de l'histoire des couples, c'est quand même relativement récent. Si on part 80 ans en arrière, c'était pas un facteur, un point important. On pensait famille, on pensait construction, on pensait fiabilité, stabilité. Le fait que la sexualité soit épanouie, franchement, ça passait vraiment derrière. Je pense que ce qui a fait complètement le changement, ce sont les femmes. C'est l'émancipation de la femme. C'est le fait qu'elle ait décidé qu'elle avait, elle aussi, droit à une vie sexuelle épanouie, et que les normes qui la voulaient maman, qui la voulaient épouse, elle voulait s'en affranchir. Et en travaillant et avec la contraception, hyper important en fait. La contraception a énormément changé la sexualité pour une femme. Il n'y a plus cette peur en fait. Oui, l'a rendue finalement aussi légère que pour un homme. Il n'y avait plus de conséquences à avoir des rapports sexuels versus tomber enceinte. Petit à petit, le désir est devenu quelque chose d'assez fondateur. Il n'y a pas de couple, je vois pas de couple qui décide de construire ensemble et de rester ensemble. Je parle au début, s'il y a zéro désir. Donc, on voit bien qu'il est fondateur de quelque chose et que c'est sur lui, en fait, que tout le reste va se bâtir. Oui, exactement. Alors, avant de venir justement à ce fameux désir, qui sont les gens qui viennent vous consulter ? Est-ce que vous avez des gens qui viennent individuellement pour parler de leur sexualité, même s'ils sont en couple, mais qui veulent d'abord creuser à titre individuel avant de passer à deux ? Ou alors, est-ce qu'ils viennent directement ? J'imagine qu'il y a les deux. Est-ce que vous avez des jeunes couples, des couples qui sont ensemble depuis 20, 30, 40, 50 ans, qui s'interrogent en fait sur ces questions-là ? J'imagine. J'ai presque envie de dire tout le monde. Parce qu'en fait, c'est tellement hétéroclite. Alors, il y a effectivement beaucoup de gens en individuel.
presque plus, mais c'est aussi moi qui favorise un peu ça. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une plus grande liberté de parole. D'accord, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un à côté que je risque de blesser. Donc, moi, enfin, la personne, moi aussi, pourquoi pas. Et donc, c'est vrai qu'il y a une plus grande liberté de parler seul à seul avec moi. Après, vous faites parfois venir le conjoint ? Non, pas forcément. Ça dépend, oui. Ça dépend des situations. Quand vraiment, je pense que il est nécessaire, d'avoir son point de vue, sa vision, ou qu'il entende quelque chose qu'ils n'arrivent pas à entendre quand ils sont juste ensemble. Et franchement, alors, il y a un biais, c'est que moi, je suis à Paris, donc finalement, j'ai vraiment des gens de tous horizons, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes d'âge, j'ai quand même beaucoup de gens assez jeunes, avec des trentenaires, 30, 40 ans, 50 ans, ça serait un peu cette tranche d'âge, et des couples qui ont, on va dire, entre 10 et 20, 25 ans de couple, parfois avant aussi, ce qui permet de se rendre compte que non, ça démarre pas, mais on en reparlera sûrement sur la longévité du désir, ça démarre pas forcément parce qu'on est en couple depuis 10 ans. Donc, c'est quand même, c'est monsieur et madame tout le monde. D'accord, intéressant en tout cas de voir. C'est pas les gens en détresse. Ça, c'est très important. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est des gens qui sont vraiment en détresse, qui sont pas du tout. C'est des gens qui s'interrogent, qui veulent du mieux. Et ce qui est intéressant dans une société où on a l'impression que tout est interchangeable et que tout va vite, mais c'est aussi des gens qui partent sur une thérapie alors qu'ils pourraient partir sur une séparation. Une thérapie, c'est plus coûteux, psychiquement, financièrement, etc. Et donc, on voit bien que les gens veulent quand même faire le maximum pour rester ensemble. Est-ce que vous voyez, je pense à Nathalie Vieira, qui est masseuse tantrique, qui était venue aussi dans cette émission, parler de son livre, qui parlait aussi des gens en solo, finalement, qui disent, moi, je suis pas dans un couple, et justement, j'aimerais avoir une sexualité, j'aimerais aller dans un couple, mais je fais pas forcément la bonne rencontre. Vous rencontrez aussi cette typologie, beaucoup. Ouais. Et la question, c'est pourquoi Homme-femme également. Alors, peut-être que les femmes s'interrogent plus sur la répétition de leur schéma, de dire, je me rends compte qu'à chaque fois, je rencontre des hommes sur un profil particulier, il se passe toujours la même chose, et donc je veux comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Les hommes, peut-être plus une espèce de tristesse sur le célibat. Donc, j'ai découvert que c'était extrêmement compliqué de rencontrer des gens, ce qui est assez paradoxal, puisqu'on est bourré d'applications de rencontres. Oui, c'est peut-être plus ça. Les femmes profitent un peu plus du célibat pour justement s'interroger, faire un travail intérieur. Intéressant. Alors, on va parler de plein de choses. On va parler des fantasmes, on va parler du désir, on va parler de la psyché, des émotions, et plein de choses absolument passionnantes dans cet ouvrage. Avant ça, vous démarrez aussi par définir un peu tout ça pour débroussailler entre le désir sexuel, le désir érotique, même le désir érotico-sexuel. On va parler ensuite de libido, qui est peut-être une notion qui est moins claire dans la tête des gens, et puis on va faire référence à Jung. Alors avant, peut-être débroussaillez-nous rapidement, on va pas faire un cours magistral, mais voilà, un petit panorama. Alors, je me suis rendu compte que les gens utilisaient le même mot, pour finalement parler de plein de choses. Souvent, le mot, ce qui est le plus confondu à mon sens, c'est l'excitation et le désir. Et l'excitation, c'est quelque chose d'assez, ça peut être psychique, mais c'est assez intérieur en fait. C'est quelque chose qui se projette à l'intérieur de moi. Et par exemple, si j'ai envie de me masturber, c'est lié à une excitation par rapport au désir qui est plutôt projeté à l'extérieur de soi. On désire quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Et donc, si je reprends mon exemple de la masturbation, je ne me désire pas. Ou alors, comme je dis dans le livre, c'est que je suis très narcissique. Donc, c'est un peu déjà la différence. C'est que le désir est un élan, est un mouvement projeté vers... peut désirer plein de choses en dehors de la sexualité. Or, voilà, ces deux termes-là sont souvent mélangés, alors que
à mon sens, si on s'adresse à quelqu'un, et ce qui va être érotique, c'est d'être dans le désir. Alors, être dans l'excitation, c'est bien aussi, surtout si l'autre en face est aussi dans l'excitation. Mais le désir, il s'adresse à quelqu'un. C'est un peu comme s'il disait « parce que c'est toi ». Il y a un élan. Oui, il y a vraiment un mouvement Oui. de moi vers l'extérieur. Et je suis intéressée et je désire, donc je veux m'approprier quelque chose qui n'est pas moi, qui est à l'extérieur de moi. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver ? Il y a un mouvement émotionnel qui est différent entre l'excitation et le désir. Oui, je pense que l'excitation, c'est peut-être plus massif, c'est peut-être plus immédiat, c'est peut-être plus pulsionnel, on pourrait dire. Oui, un peu plus organique. Oui. Alors que le désir, ça va être une élaboration de ce que je veux, ce qui me donne envie. C'est vraiment lié à l'envie, le désir. Donc, quand on a envie de quelque chose, en gros, c'est un peu parce qu'on l'a repéré et que on veut les gens diraient le posséder. Oui, je voyais votre geste. Oui, mais parce ceux qui nous écoutent là sur YouTube, il y a une appropriation. Voilà, c'est ça, plus une appropriation. Alors que sur une excitation, il n'y a pas d'appropriation de quelque chose extérieur à moi. Intéressant, en tout cas, de bien comprendre ces nuances. Et alors, la libido, et quand on parle de libido, évidemment, vous citez Jung, elle est simplement le nom de l'énergie qui se manifeste dans le processus vital. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on revient sur cette énergie de vie, dont parlait aussi Freud d'ailleurs, si on va par là. Il y a vraiment, et qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, le ki, le chi, dans d'autres, qui est finalement ce qui nous traverse, qui est notre élan de vie. Je suis en parfait accord avec Jung sur ce point, et ça se vérifie très souvent. Je dis souvent, la libido, c'est un petit peu comme un fleuve. Il peut se dérouter, et au lieu de partir par là, aller ici. La libido, c'est la même chose. Elle peut aller vers la sexualité, mais si ce n'est pas possible pour l'énergie d'aller à cet endroit-là, elle n'aura pas de problème à trouver un autre objet. Oui, un autre chemin même. Exactement. Oui. On le voit beaucoup sur les artistes. Ça m'avait beaucoup frappé il y a fort longtemps, où j'avais vu une expo du peintre Francis Bacon, et j'avais vu ces tableaux, et je trouvais absolument manifeste qu'il avait jeté en fait toute la puissance, toute la force, mais aussi toute l'agressivité de sa libido sur ces toiles. Et en fait, oui, les écrivains, c'est pareil, ils utilisent cette énergie pour une œuvre. Donc, c'est une énergie qui, très souvent, va vers la sexualité, mais n'a aucun problème pour aller ailleurs. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne absolument. On parlerait, est-ce qu'on pourrait presque dire que finalement, cette libido, elle est aussi l'élan créatif de tout à chacun, en réalité. C'est évident. Oui. C'est l'élan de vie, oui, c'est exactement ça. C'est un élan créatif. Je vais créer quelque chose, que ce soit dans la sexualité, dans toute autre chose. Je vais m'investir dans quelque chose qui me dynamise, qui me réjouit, qui me rend vivant. On pourrait même imaginer, alors je ne parle pas du tout d'abus sexuels quand je dis ça, parce que là, il y a une frustration qui pourrait s'exprimer en prédation, mais chez des personnes qui ont fait, par exemple, vœu de chasteté, chez des moniales ou des prêtres, qu'elle pourrait, quand elle est canalisée, se transformer dans autre chose, justement. Ce qui est sûrement le cas assez souvent. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais aux copistes du Moyen-Âge. Ça prenait énormément de temps. Voilà, c'était une activité très prenante et à la fois très créative. Pour eux, les lettres n'étaient pas les mêmes. Oui, je pense qu'il y a énormément de gens qui, privés de sexualité, ont totalement utilisé cette énergie pour d'autres créations. D'ailleurs, on voit que dans certaines voies spirituelles, je pense au tantrisme cachemérien par exemple, ou à d'autres formes de tantrisme, cette énergie est bien vue comme non pas confinée à la zone génitale, mais
comme une compréhension de ce qui circule. Oui, et c'est pour ça qu'elle circule aussi très bien dans notre psyché, Oui. Et qu'elle se nourrit de ce qu'elle va trouver dans notre territoire érotique. C'est pour ça aussi que si elle ne trouve rien, elle va avoir du mal, en fait, à pouvoir circuler et à se développer. Si elle trouve des éléments assez fantasmés, elle va s'en servir, et c'est là où, effectivement, je vous rejoins, on retrouve la création. Elle va s'en servir, choisir ce qui lui va bien au moment où ça lui va bien, et en faire quelque chose. Ça, c'est passionnant, parce que ça permet vraiment de la voir d'une autre manière, cette énergie. En disant, ce désir, finalement, chez moi, rencontre-t-il même d'autres expressions? Je pense à ces femmes, parfois, qui viennent seules, ou des couples. Là, vous parliez de certains hommes qui se disent... si à ce moment-là, il n'est pas temps pour moi de faire couple, comment je peux l'exprimer d'une autre manière, finalement, ce désir Absolument. Qui me traverse. Dans des projets qui vont effectivement nous vitaliser. Dans votre ouvrage, vous parlez des femmes et des hommes parce qu'on n'a pas forcément la même manière d'exprimer notre désir, de l'accueillir, de le manifester. Est-ce qu'on peut prendre, un peu, sans faire une opposition, on n'est pas du tout là pour ça, mais en tout cas, comment est-ce qu'on exprime quand on est une femme et un homme? Et c'est pour ça que j'ai bien dit que différent, ça n'était pas le synonyme de inégal, au sens avec une posture supérieure ou inférieure. C'est différent, c'est-à-dire l'antonyme de similaire. Non, à mon sens, j'ai assez vu d'hommes et de femmes pour dire que c'est pas similaire. Alors attention, c'est pas similaire même dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va avoir des femmes qui ont une libido, une sexualité très libérée, très décomplexée, très forte, et des hommes pour qui c'est très inhibé, très empêché. Mais c'est pour ça que je me suis aussi beaucoup appuyée sur les statistiques en parallèle de la clinique. C'est de quand même se dire, est-ce que les statistiques viennent dire la même chose que ce que je vois? Et la réponse est oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes, je trouve, ont une plus grande difficulté à accéder facilement à leurs désirs. Je dis souvent, elles ont besoin de se raconter des histoires. Elles ont besoin qu'il y ait une espèce de narration, de contexte qui leur convient bien. Ce qui pose d'ailleurs souci ensuite, puisque les hommes sont certes sensibles au contexte, mais peuvent faire abstraction du contexte si ils sont dans leur excitation et dans leur contexte intérieur. Alors que les femmes, elles vont vérifier que le contexte extérieur colle avec le contexte intérieur. Il y a toute une série comme ça d'ajustements qui du coup rend le chemin plus complexe. Et ça, je trouve que c'est clairement très différent. Les manières d'exprimer découlent de ça. Quand les femmes sont souvent étonnées en disant ça tombe comme un cheveu sur la soupe, d'un coup d'un seul, il va me proposer d'avoir un moment sexuel et de se dire mais il n'y a rien en termes de préambule ou de préliminaire dans notre soirée ou qui m'est amené à ça, en fait. Et je me rends compte que les hommes n'ont pas tant besoin d'être amenés à ça. C'est plus immédiat. C'est plus immédiat parce qu'il y a vraiment comme un circuit qui se connecte hyper facilement. J'ai vu quelque chose d'excitant, je suis excitée, j'ai envie de faire l'amour. Et il y a aussi cette notion de la vision. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont... Et tant mieux. Mais alors là, pour le coup, aux femmes, c'est dommage que nous ne soyons pas autant sensibles à tout ce qui va être indice sexuel, visuel. Et forcément, ça va très vite. Les hommes me disent, je la vois, je la trouve belle, elle se déshabille. Pam. J'ai pas beaucoup entendu de femmes me dire, ils se déshabillent. Et pam. Oui. Ah oui.
Ouais. Beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Elles vont me parler de s'il a été, si on a passé, s'il a été sympa, si on a eu des moments de complicité. Voilà, il y a plein d'éléments qui vont venir dire j'ai envie de m'abandonner dans ses bras. Il y a un terme d'ailleurs, on parle des sapiosexuels, c'est ça? Non. Oui, ceux qui aiment les gens intelligents. Voilà, le côté en tout cas intellectuel, Ouais. l'excitation par le désir, le fantasme intellectuel. Ouais. Il y a quelque chose de plus comme ça, de plus cérébral, de plus dans la psyché ou de plus émotionnel finalement chez la femme? Parce que quand on parle du contexte ou du scénario, on entend un peu ça. Ou pas forcément? Oui, alors, pas forcément. Après, j'étais en train de me dire, les sapiosexuels, c'est quand même très féminin. Pareil, je n'ai pas rencontré d'homme me disant je suis sapiosexuel. Oui. C'est pas tant émotionnel ou intellectuel. Je pense que c'est lié à elles aiment fantasmer. C'est pour ça que je dis raconter des histoires. Il est beau, je l'admire, il me plaît, il est gentil, etc. Et aussi sur les couples au long cours. Et peut-être même aussi dans les premières, même dans les premiers temps, le besoin et je pense que ça c'est vraiment instinctif. C'est pas quelque chose c'est une machine qui est programmée chez la femme pour se protéger, de se sentir en sécurité. Même si après on a une sexualité qui est plutôt agressive, mais dans un premier temps de se sentir en sécurité. Oui. Et pour se sentir en sécurité, faut pas s'être engueulé la veille ou 2 heures avant. Faut pas que ça ait hurlé. Faut pas qu'il y en ait un qui ait boudé. Toutes ces choses-là déconnectent énormément la sexualité des femmes. On va parler tout à l'heure, effectivement, des tue-l'amour, comme on les appelle. Donc, c'est plus de cet ordre-là. C'est est-ce que je suis en sécurité avec cet homme? Et souvent, je me fais le parallèle inverse. C'est est-ce qu'il ne m'est pas hostile? Est-ce qu'il n'a pas fait des réflexions, eu des comportements que je considère soit hostiles, soit irrespectueux, soit... plein de choses, il ne reconnaît pas ce que je fais, etc., etc. Je pense qu'il y a plus cette notion de complicité émotionnelle extrêmement importante. Ça, je pense que, voilà, je pourrais pas dire que les hommes n'ont pas besoin de complicité émotionnelle, puisque c'est pas vrai, mais chez les femmes, c'est presque un prérequis. D'ailleurs, alors c'est un tout autre sujet encore, mais ce qui pourrait peut-être expliquer qu'il y a plus d'hommes qui passent à la prédation, parce qu'il y a moins ce temps peut-être de réflexion, alors que chez la femme, on voit qu'il y a quelque chose de plus quand même réfléchi dans un contexte. Je sais pas. Je pense que, alors là, on est plus sur effectivement quelque chose, comment dire, il n'y a pas de filtre dans la prédation. Il y a une structure psychologique qui s'est construite sans filtre, qui fonctionne dans l'agir en permanence, et il n'y a pas de surmoi, d'instance qui vient stopper ça. Les formes de prédation chez les femmes, elles sont très différentes, mais il y en a aussi. Mais c'est vrai que les femmes souffrent dans leur sexualité finalement de trop de filtres. Et c'est vrai, sur ça, je vous rejoins. Et les hommes en ont beaucoup moins. C'est ce qui facilite aussi leur capacité à entrer dans la sexualité simplement. Oui. Pour le meilleur et pour le pire, parfois. Alors voilà, après, c'est pour ça que j'ai dit, on en a moins, mais ils en ont. Et puis, il y a ceux qui n'en ont pas. Et là, on est dans... Moi, je ne parle pas du tout de personnalité pathologique, parce que je ne les fréquente pas. Bien sûr. Tout simplement, ils ne viennent pas me voir. Donc, oui, ensuite, on est sur des gens... Mais bon, la prédation, on est sur quand même des gens qui ont une construction psychologique très particulière. Très traumatisée, très blessée, très particulière ou très pathologique, comme vous disiez, on revient dessus. Alors, c'est moins le propos de toute façon de aujourd'hui. Alors, grande question, est-ce que amour rime toujours avec désir? Vous en avez un peu parlé au début de l'émission. Eh ben, pas forcément. Malheureusement, non. Malheureusement, non. On aimerait. Oui, 90% des personnes qui viennent me voir... aiment leur partenaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent. C'est que pour eux, il n'est pas question de se séparer. Ils ont des sentiments, ils le disent. Ça les rend très malheureux. Il y a une consommation de Kleenex
dans mon cabinet, assez phénoménal. Ça les rend très malheureux. C'est vrai que c'est très compliqué quand on aime quelqu'un, que ce quelqu'un nous désire et que nous, en retour, on ne le désire pas parce qu'on va le faire souffrir. La personne va souffrir de ne pas être désirée, qu'elle soit homme ou femme. Donc, c'est le triste constat. Et donc, c'était aussi tout l'enjeu d'essayer de comprendre, mais quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait obstacle à mon fleuve qui, pourtant, auparavant, s'écoulait sans encombre? Parce que souvent, c'est plutôt à sens unique, c'est-à-dire, ou est-ce que vous voyez des gens qui arrivent, ils s'aiment les deux, mais il n'y a pas de désir, ou c'est souvent qu'il y a un blocage plutôt chez l'un que chez l'autre, et plutôt un petit peu plus par rapport à ce qu'on a dit avant, côté de la femme? C'est plutôt chez l'un ou chez l'autre. Oui. C'est vrai que c'est plutôt du côté féminin sur le nombre de personnes. Après, les gens, quand ils sont, comme je dis souvent, il n'y a pas besoin de sexualité dans un couple, à condition que vous soyez tous les deux d'accord. Et donc, il y a des gens qui, comme je dis, externalisent leur sexualité, d'autres qui n'en ont pas parce que ça leur convient bien, d'autres qui en ont très peu. Le sujet, il est de la souffrance. Or, il y a souffrance quand un des deux a du désir et que l'autre n'en a pas, parce que celui qui en a ne sera pas désiré. Elle est là, la souffrance. Hein. Souvent, les gens ont l'impression de la souffrance de ne pas avoir de sexualité. Oui et non, parce que la masturbation, c'est aussi une sexualité. La souffrance, dans la relation sexuelle, il y a le mot relation, c'est de ne pas être désiré par l'autre. Ça, c'est le désir, être désiré, c'est la suite d'être apprécié. D'ailleurs que quand on est petit, on est apprécié, on cherche à être apprécié, aimé. Et puis quand on grandit et qu'arrive notre sexualité, s'ajoute le fait d'avoir envie d'être désiré. Et donc à partir du moment où on ne l'est plus, il y a une baisse de l'estime de soi, c'est évident. En tous les cas, c'est évident dans ce que j'entends. Hein. Les gens se regardent comme non désirables et non désirables. Ça attaque l'estime de soi. Où ça prend source d'ailleurs tout ça dans nos enfances, dans nos constructions psychiques, dans nos schémas, dans nos conditionnements? Parce que est-ce que vous voyez des patterns, des choses se répéter? Sur le fait de souffrir parce qu'on n'est pas désiré? Ou inversement, dans notre construction du désir, comment ça prend racine en fait dans nos histoires? Je n'ai pas été reconnue, vous disiez à l'instant, je n'ai pas été regardée, papa, maman, comment tout ça finalement, est-ce que ça se joue dans La genèse, c'est je cherche à être appréciée. Et donc va venir s'ajouter en fait la sexualité. Je peux chercher à être appréciée par le biais de la sexualité. D'ailleurs, c'est aussi le sujet de certaines personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui ont des relations sexuelles et dans un premier temps vont expliquer qu'ils aiment la sexualité ou elles aiment la sexualité parce que de manière assez isolée, c'est quelque chose qui leur va bien, pour découvrir en fait ensuite que mais non, en fait, ce que je cherche, c'est à être apprécié. Et puis, ce que je cherche, c'est à être aimé. Et donc, de se dire peut-être que le moyen que j'utilise pour atteindre le but le plus profond n'est pas le plus adéquat. Sauf qu'il faut arriver à trouver ce but enfoui. Il faut du temps pour comprendre que la sexualité, c'est pas que de la sexualité. C'est qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça ne dit pas? Pourquoi j'y vais? Pourquoi j'y vais pas? Et donc la construction initiale, presque originelle même, c'est celle du rapport à comment j'ai été aimée en fait. Comment est-ce qu'on a été? Comment on m'a regardée? Est-ce que la sexualité peut être débarrassée entre guillemets finalement de tout ça? On vient toujours avec ce paquet. Donc avec une forme d'illusion, de construction qui ne nous appartient pas. Sur l'illusion, ça rejoint finalement tous nos fantasmes, l'érotisme. Ça, je pense qu'il ne faut pas s'en débarrasser. Mais je pense qu'on peut, en tous les cas, apurer à partir du moment où, effectivement, on est en capacité
j'aime pas dire s'aimer soi-même parce qu'on a toujours besoin d'un autre pour s'aimer. C'est pas en se regardant dans le miroir et en se faisant des bisous le matin qu'en se disant ça va me suffire. On a besoin d'un autre. Mais ne pas dépendre d'un autre pour se sentir aimable, je pense que ça, c'est très important. Et que ça joue ensuite sur le rapport qu'on a à la sexualité et la liberté qu'on a dans la sexualité et pas y rechercher absolument une preuve d'amour. Il y a toujours une preuve d'amour dans la sexualité. La difficulté, c'est de n'y voir plus que ça ou de ne chercher que ça. C'est ça. Et pour ça, il faut avoir consolidé son estime de soi-même par tous les moyens qu'offrent aujourd'hui les thérapies, les bouquins qui parlent de ça, pour arriver dans la sexualité presque plus verticale que courbée, en fait, et de moins dépendre d'un autre pour se relever. Quelle serait aussi la différence, vous en parlez, entre j'ai envie et j'ai besoin? Ah, elle est énorme. Énorme. Elle est énorme. D'abord, elle sonne pas pareil. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'observe souvent le visage de mes patients quand je leur dis est-ce que vous entendez la même chose, et on n'entend pas la même chose. J'ai besoin, ça s'adresse à moi. Ça parle de moi. C'est me, myself and I. Hein. Voilà, ça dit j'ai besoin que tu viennes me faire du bien. Il y a moi quand même dedans. Oui, on parle de mes besoins. Donc, je suis en train d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Bon, vous voyez, il y a quelque chose, c'est pas une invitation, ça. Alors que j'ai envie, on revient sur le désir et l'élan. Ça se projette sur l'autre. Ça dit, j'ai envie de toi. J'aurais pu avoir envie de une multitude d'autres femmes ou d'hommes, de plein de choses, de toi. Donc, ça nous spécialise presque. Oui, on devient spécial, on devient unique, on devient, mon grand credo sur pourquoi la monogamie, on devient la préférence entre d'autres choix possibles. Et donc ça nous narcissise. Contrairement à j'ai besoin, où on est en train d'entendre, d'écouter l'autre déclamer ses besoins. Et c'est vrai que le mot besoin, j'en entends parler tout le temps. Bah oui. Donc je corrige tout le temps pour dire, voilà, vous n'allez pas déclencher une envie quand vous allez parler de vos besoins. Au mieux, vous allez avoir quelqu'un qui arrive en mode infirmière, mais pas quelqu'un qui vient pour partager quelque chose et qui se sent dans une boucle de désir avec vous. On voit que tout ça est très confus quand même. Oui. Dans l'expression. C'est-à-dire qu'entre la souffrance, qui parle à travers moi, qui aime quand j'aime, qui désire quand je désire, il y a besoin de discerner un petit peu. C'est pour ça que c'était un sujet qui m'a fait beaucoup de nœuds au cerveau. Oui. Ah bah oui, parce que c'est... Alors on pourrait... En plus, l'idée, c'est qu'on pourrait explorer tellement de champs différents. Eh bien, il fallait pas, j'allais pas faire 12 tomes sur le même sujet. Et en même temps, il faut pas perdre les gens. Et c'est hyper complexe. C'est pour ça que ça me fait souvent sourire, parce que on est dans une société où tout se résume à une phrase, tout se résume en 1 minute. Pas vous, mais il faut synthétiser au maximum les sujets pour délivrer en fait quelque chose d'hyper digeste qu'on peut presque ingurgiter en 1 seconde. Or, le sujet de la sexualité, quand on veut le rendre digeste, ce qu'on observe, ce que j'observe sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est que c'est très pendulaire, c'est très binaire. Donc, il y a ça ou il y a ça. Or, la sexualité n'est que nuance. Si on veut être dans la binarité avec la sexualité, pour moi, c'est un non-sens. Oui, puis là, on voit bien qu'en tant qu'humain, on est dans la plus grande complexité, parce qu'on parle à la fois d'amour, d'émotion, de sentiments, donc ce qu'il y a de plus sacré, de plus précieux en nous, en termes d'énergie vitale, et à la fois, peut-être aussi nos plus grandes souffrances qui se jouent là. Bien sûr. Donc, on met tout ça ensemble et on peut pas... il faut forcément qu'il y ait de la nuance. Alors, vous l'avez dit à l'instant, la monogamie, votre grand sujet. Parlez-nous quand même de votre vision. On pense à la fidélité, on pense à l'infidélité. Quand on pense à ça, on pense à... Monogamie et infidélité vont ensemble. Ça, elles se tiennent la main
à mon avis, depuis la nuit des temps. L'une existe grâce à l'autre, et peut-être qu'effectivement, l'infidélité, l'adultère existe grâce, et certains diront à cause, de la monogamie. Non, mais il y a cette notion, j'avais souvent entendu, on n'est pas fait pour être monogame, etc. Bon, en fait, on ne sait pas vraiment, personne n'est parti voir quand on s'est séparé du singe, qu'on est un peu descendu de l'arbre, c'était il y a 7 millions d'années. Bon, voilà, les exemples qu'on prend sont quand même des exemples simiesques. Bon, j'entends tout ça, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous mettez les gens dans des groupes, vous voyez très bien à quel point, d'abord, il y a des gens qui se rapprochent, des jeux de regard, etc. Et je pense que si la monogamie existe, c'est-à-dire que même dans des pays où la polygamie est autorisée et où il n'y a pas de sujet, elle est faible. Bon, certes, il faut des moyens financiers, etc. Mais l'aspiration des gens va vers la préférence. C'est-à-dire que la difficulté, moi j'ai pas mal de gens qui entrent en polyamour ou qui en sortent, parce que souvent c'est un chemin, enfin un lieu où on rentre, on sort, où on revient. La grande difficulté, c'est justement de ne pas être la préférence de quelqu'un, d'être noyé finalement dans la masse, quoi. Alors, je ne juge pas, je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, je dis simplement que j'observe qu'on aime être la préférence de quelqu'un, qu'on aime se dire qu'il y avait, je sais pas, 15 personnes, 10 personnes, et ce fut moi. Il y a quelque chose qui me consacre comme unique. Et peut-être que, effectivement, la fameuse individuation de Jung, elle arrive aussi sur ça, de dire c'est moi, c'est pas une autre. Donc, il me semble que si la monogamie tient, malgré pas mal de détracteurs, c'est parce que elle offre ça. Et si l'infidélité est d'une telle violence, la découverte d'un adultère est d'une telle violence pour les gens qui sont trompés, c'est parce que ça vient précisément remettre en question la notion de préférence. Moi, souvent, j'entends, elle est là, la douleur. Alors, je ne suis plus le préféré ou la préférée. Donc, je pense que ça, oui, il y a quelque chose d'hyper essentiel dans les couples. Y compris même peut-être pour celui qui finalement commet l'adultère, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que la personne va voir ailleurs? C'est aussi une question. À laquelle j'ai répondu dans le livre d'avant. Il y avait tellement de réponses. Ah ouais. Il y en avait tellement que j'ai essayé effectivement de fournir le maximum d'indices possibles pour qu'on comprenne. Mais en tous les cas, les gens qui trompent, pour en avoir effectivement beaucoup au cabinet, n'ont pas du tout conscience de remettre en cause la préférence. Donc, c'est une notion qui vient quand on en discute, que la douleur infligée à l'autre est la remise en question de cette préférence. Revenons sur notre... alors, on est de toute façon, on est dans, sur le désir. On a parlé du désir et de l'estime de soi. Désirer, être désiré, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quand même pas la même chose. Peut-être redécortiquer un peu cette notion qui se joue dans le couple. À mon avis, c'est essentiel. C'est ce qui crée le plus de dissensions dans les couples. C'est que, de dissensions et de disputes, ou de disputes froides, beaucoup de bouderies, à mon avis. J'en entends beaucoup parler. Aujourd'hui, c'est ce qui pose un vrai sujet. C'est pour ça, quand on discutait d'avant, je pense pas que... 80, 100 ans en arrière, être désiré n'était vraiment pas un sujet de conflit. Oui, aujourd'hui, je pense que les gens vivent très mal le fait de ne pas être désiré. Il y a quelque chose dans qu'est-ce que ça dit de moi ? C'est assez fondamental et parce que justement, si je ne suis pas désirée, je ne me sens pas appréciée, je ne me sens pas aimée. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les hommes lient beaucoup le désir à l'amour. Et donc, pour eux, quand on les désire, le désir si on sexuel... les désire plus, on les aime voilà, plus. Quoi. Exactement. Ouais. S'il n'y a plus de désir sexuel visible... à
Ah ben pour eux, c'est « elle ne m'aime plus ». Et c'est très compliqué, c'est souvent des dialogues, presque des dialogues de sourds, quand il s'agit pour leur compagne, par exemple, d'expliquer que mais si je t'aime énormément, j'ai pas envie d'un autre, t'es l'homme de ma vie. Alors là, ça les perd complètement. De dire, ben oui, mais non, il y a un truc qui cloche en fait. Parce que eux, quand ils aiment, ils désirent. Il y a quelque chose de quasi automatique. Ouais. Donc, leur expliquer que ça l'est pas, dans un premier temps, ce qui est drôle, je sais pas si c'est drôle, mais ils pensent qu'on se moque d'eux quand on leur dit ça. C'est pas crédible, quoi. Voilà, t'essayes de m'embrouiller. Oui. Et voilà, et donc, oui, il y a quelque chose dans le fait d'être désiré. Les gens font ce raccourci, effectivement, dans être aimé. Voilà, il y a peu de gens qui sont non désirés, mais qui désirent, qui le vivent bien. Enfin, Après, il y a un biais. Ceux qui le vivent mal viennent chez moi. Ben, je suis pas sûre qu'on puisse bien le vivre de manière générale. Alors, ça pose aussi la question du temps. Est-ce que vous voyez dans les couples, justement, des femmes, plus particulièrement peut-être, qui désirent moins au bout de 20, 15, 20, 25 ans, que sais-je, alors que l'homme, comme justement il y a l'amour, bah, lui, désire encore? Ah ben pas que, parce qu'il est aussi porté par la testostérone. Oui. Ça aide. Oui, on pense à la ménopause quand on dit ça, qui vient s'intercaler aussi, peut-être à un moment donné. Voilà, ils ont alors pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est aussi une hormone qui prédispose à une certaine agressivité, mais en tous les cas, ils ont une hormone qui fonctionne assez bien. Ensuite, ils ont ce moteur visuel qui les soutient aussi beaucoup. Hein. C'est pas pour rien que la pornographie est très visuelle, très graphique. C'est pour répondre au logiciel masculin, justement, qui fonctionne bien avec ça. Moi, à mon sens, quand j'entends les histoires, quand on les décortique, 10, 15 ans, 20 ans de couple, le grand fautif, on va dire, du désir qui disparaît, il n'est pas tant sur le temps. Il est sur beaucoup d'autres choses autour du temps. Pendant 20 ans, voici ce qui s'est passé. Les fameux tue l'amour. Bah oui. Alors, les fameux tue l'amour, parlons-en, parce que ça, c'est aussi une partie de votre ouvrage, grande partie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, c'est plus possible, il y a eu trop de passifs, on va dire, et les choses se sont cumulées, et d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Voilà, vous dites bien, ce qui tue le désir, c'est le passif. Ouais. Comme je dis souvent, c'est la petite ardoise qu'on a dans le dos avec débit, crédit, et en débit, il y a une liste pas possible. Alors, j'en ai donné, j'ai donné ceux qui me semblaient incontournables. Si je devais en mettre un sur le podium, alors peut-être que je vous dis ça là, mais on va en dire plusieurs, mais s'il y en a un en haut de la file, c'est le ressentiment. Oui. C'est vraiment celui que je mettrais sur le podium. On revient d'ailleurs sur un peu le contexte. Ouais. Quand on gratte, quand je gratte, franchement, oui. Bah en fait, les gens ont accumulé, ont entassé du ressentiment sur des situations. Elle, oui, il n'a pas été à la hauteur. Elle, oui, il n'a pas été là quand j'en avais besoin. Elle, oui, il n'a pas été sympa. Oui, ça peut être des engueulades, ça peut être des... Ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui reste un peu ici, descend un peu ici, et ensuite, et coupe, voilà, va... Bon, ça, voilà, je pense que... et sur ça, vous voyez, à mon sens, c'est pour ça que je le mets numéro 1, il n'y a pas besoin de 10 ans ensemble. Mais ce qui change la donne, c'est que quand on a 4 ans de ressentiment et 10 ou 15 ans de ressentiment, ben, on n'a pas la même couche de sédiments. C'est en fait le frein, le mur, et pas à la même hauteur. Ça se répare bien, ça, d'ailleurs, en thérapie, ce ressentiment? J'ai envie de dire oui et non. Oui, si effectivement on met tout sur la table et si on offre à l'autre la possibilité de s'expliquer sur comment il a vécu la situation ou elle a vécu la situation et pourquoi elle a pas ou il n'a pas été au rendez-vous, il n'a pas vu ça. Et non, si on a des gens... Des fois, il y a un point de rupture. Je dis souvent, on a tous un point de rupture. Et il y a des gens où il y a un point de rupture. En fait, on est arrivé au bout
peu importe le chemin rétroactif, il y a quelque chose qui s'est cassé. Dans le désir, mais peut-être pas dans l'amour, ou ça va quand même de pair à ce moment-là? Quand vous arrivez, souvent plus dans le désir que dans l'amour. Il reste de l'affection, il reste de la tendresse, mais il y a quelque chose, on a désexualisé l'autre et on n'arrive plus en fait d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans le livre, c'est le changement de regard. On le regarde autrement. Donc il y a ça, il y a de regarder effectivement autrement la personne qui est en face de nous, parce que pareil, parce qu'au bout de 10, 15, 20 ans, les expériences, les contextes, le couple, c'est plein de contextes différents. Donc, qu'est-ce qu'il en sort à la fin? Il y a des enfants souvent qui sont passés par là. Il y a la parentalité. Oui, les hormones. Alors, qui oui évoluent. et non. C'est le grand... j'allais dire, je vois en ce moment beaucoup parler des ravages de la ménopause, etc. Moi, j'ai des femmes qui ont largement dépassé la ménopause et ont une sexualité, une libido extraordinaire. Oui, au contraire, ça a même libéré quelque chose. Oui, parce que c'est la femme sage qui s'incarne. Je sais maintenant ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je suis plus une mère parce que, au sens où je n'ai plus d'obligation parce que mes enfants ont grandi, j'ai du temps pour moi. Je me sens mieux dans mon corps, étonnamment. J'accepte plus mon corps. Vous parlez de femmes largement dépassées la ménopause, c'est-à-dire entre de 55 et plus. Là. Ah oui. Ma dernière patiente a 78 ans. Elle a un amant quand a 20 ans de moins qu'elle. Mais quand elle me raconte sa sexualité, oui, j'ai envie de dire, où est passée la ménopause? Elle est bien passée, là. Et donc, ça vient s'ajouter. Mais moi, quand on arrive au cabinet et qu'on me dit, j'ai plus envie de lui depuis 2 ans ou 3 ans, boum, c'est la ménopause. Bon, faut écarter. Et on trouve plein de choses. Ah oui, mais on trouve le ressentiment, on trouve... Oui, revenons sur les tue-l'amour, là, d'ailleurs. C'est toujours la même chose. Ouais. Voilà, l'absence totale de créativité. J'ai pas suffisamment de plaisir. Ça, c'est quand même l'élément... on va vers quelque chose, on a envie de quelque chose. J'aurais peut-être pu le dire tout à l'heure, parce qu'on anticipe un plaisir à venir. Je ne désire pas quelque chose dont je sais que ça va être nul, désagréable et déplaisant. Il y a une gourmandise, quoi. Ouais. Quand on va au restaurant, on choisit pas le plat qu'on n'aime pas. Sauf si on est au régime. Oui, et ça nous et du coup le repas n'est pas forcément le plus gourmand. Donc le plaisir n'est plus au rendez-vous. Enfin, il y a plein d'éléments. La parentalité a occupé tout l'espace, et donc souvent quand on met tous ces éléments en avant, comment vous pouvez être si sûr que c'est la ménopause? Voyez, je peux vous trouver plein d'éléments qui sont vraiment des tue-l'amour. Preuve en est que mes patientes qui ont 55 ans, 60 ans, qui sont sur les applis, qui ont des sex friends et qui sont pas sous traitement hormonal de substitution. Vous dites ça parce que ça permet de récupérer parce que la on libido. sent mieux, parce que on a un corps qui est plus dans les repères qu'on avait avant, moins de sécheresse, voire plus de sécheresse, etc. Mais moi, mes patientes qui sont sur des applis, qui ont divorcé, qui sont célibataires et qui maintenant veulent découvrir une sexualité libre et je fais ce que je veux, la ménopause les embarrasse pas du tout. Elles sont pas chez elles à faire du tricot. Oui. Excellent. Donc, voilà, je me méfie beaucoup de la ménopause. Comme excuse un peu, voilà. Ouais, on se cache un peu, on peut peut-être se cacher un peu derrière. Ouais. Et c'est dommage parce que du coup, on voit pas les autres pour le coup. Ouais. C'est la ménopause. Elle est ménopausée. C'est un train peut en cacher un autre, là, cette histoire. Dans les autres tue-l'amour, si on met de côté justement ce leurre un peu que serait la ménopause, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur le podium, vous avez mis les ressentiments. Pour en citer quelques-uns, puis après, on va parler du fantasme. Bon, je vais dire la fatigue, parce qu'on a souvent tendance à la balayer de côté. Non, en fait, l'épuisement... le fameux pas ce soir, chérie, je suis fatiguée. Voilà, l'épuisement, c'est justement l'absence d'énergie. Donc, je vois pas très bien comment la libido, qui est une énergie, pourrait trouver son chemin dans le corps et le psychisme de quelqu'un qui est en batterie presque vide.
C'est juste pas possible. Et donc, oui, c'est quand même quelque chose alors, je l'ai pas mis dans mon bouquin, mais on dit que le sport est bon pour la libido. Et c'est vrai, parce que finalement, on n'est plus, encore une fois, énergétique, on n'est plus... Mais être reposé et être bien, c'est évident que ça fonctionne. Il y a des gens qui ont une mauvaise sexualité, que j'ai entendu, mais parce qu'ils avaient toujours une sexualité le soir, après la journée de boulot, à pas d'heure, en bout de course, quoi. Ouais. et de dire, c'est ça le sort que vous réservez à votre sexualité, c'est finalement la mettre tout en bas de la to-do list, parce que souvent c'est quand même ça. Oui, non, en fait, c'est pas joyeux, c'est pas plaisant, et c'est normal. Donc essayez peut-être de le déplacer pour redonner un peu ces lettres de noblesse à vos moments sexuels. Qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs dans ces réparations quand vous dites ça à vos patients? Qu'est-ce qui peut se jouer? Ils se donnent des rendez-vous pour le remettre justement en haut de la to-do, ou en tout cas, voilà, de créer ces espaces communs. Ils comprennent bien. Ils l'ont juste pas vu. Parce que quand on est, comme je dis souvent, vous êtes sur un vélo, vous allez à 50 km/h à toute vitesse, vous voyez pas du tout le décor sur les côtés. Quand vous vous baladez à pied, vous faites plus attention. Et dans les vies qu'ils ont, effectivement, ils vont à toute allure. Et donc, ils font un constat brut qui dit notre sexualité s'est dégradée, sans se rendre compte que la sexualité, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et dont il faut prendre soin. On a toujours l'impression que la sexualité hormonale des débuts, ça va... on oublie un peu la part chimique de la sexualité, de la nouveauté, des débuts, etc. Et si on savait que cette part-là va baisser petit à petit, et que la part qui doit prendre le relais, le moteur qui doit prendre le relais, c'est le moteur psychique, c'est-à-dire le moteur érotique, je pense qu'on ferait plus attention. Oui, c'est comme si en fait on était resté enquisté un peu sur la passion du début en pensant que c'était ça qui allait rester pour toujours. Or, vous vous dites, ça se cultive, ça se nourrit, il y a vraiment cette nourriture à apporter. Oui, mais la semaine dernière, j'ai une dame me disant, mais j'ai pas réfléchi parce que mon corps me dit que. Quand son corps lui disait pas que, elle en concluait que il y avait rien et que c'était pas la peine de le penser. Et moi, je disais, mais votre tête, elle peut dire aussi quelque chose. Elle peut... se prendre un peu à rêvasser. C'est ce qui se passe quand on regarde un film. Moi, les patientes me disent, il y a des films qui me donnent envie, la romance, que je vois. Là, c'est bien le moteur psychique qui s'est mis en route. Quel est le rôle, justement, du fameux fantasme? Ça, vous en parlez aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'un fantasme, déjà? Pourquoi est-ce qu'il naît comme ça dans notre esprit? Comment est-ce qu'il prend racine? Alors, pour faire simple, c'est une création imaginaire. Au départ, parce que maintenant on emploie aussi beaucoup ce mot en tant que synonyme de désir. Au départ, un fantasme est une création imaginaire. Il peut devenir un désir, c'est-à-dire passer dans l'agir, devenir concrètement ou pas. Ne jamais se traduire en acte et rester une création imaginaire. Alors, ça arrive très tôt dans notre vie, par petits fragments. Alors, certains auteurs disent 8-9 ans, donc c'est vraiment très tôt. Nous sommes des êtres de fantasmes, en fait, on peut dire ça. Et c'est pas des fantasmes sexuels à 8-9 ans, c'est des petits fragments de choses qui nous plaisent et qui vont un petit peu comme s'agréger les unes aux autres, puis à l'adolescence, ou en tous les cas à la puberté, se construire, s'agréger, se renforcer des nouvelles. Ça, c'est pour finalement des fantasmes solides. Ceux qui vont un peu rester. Et puis, il y a tous ceux qui vont, petit à petit, entrer, sortir. Il y a des fantasmes qui n'excitent plus, qui ont excité un temps, qui n'excitent. C'est une rampe de lancement pour l'excitation. Vous le dites bien, ça. Les gens ont souvent peur, me disent, mais je peux quand même pas fantasmer sur quelqu'un d'autre, ou c'est déloyal, etc. Je leur dis, quand vous rêvez,
Vous n'êtes pas maître de vos rêves. Et pour autant, vous n'allez pas vous excuser le lendemain matin d'avoir rêvé à telle ou telle personne. Donc, c'est notre imaginaire. Il vaut mieux faire ami avec son imaginaire que d'en faire un adversaire. Hein, parce que j'ai souvent vu que les gens qui combattaient leurs fantasmes se retrouvaient avec des fantasmes encore plus forts. Ouais, C'est-à-dire que ceux qui résistent, ceux qui résistent persistent. Ils sont de plus en plus, présents. Et oui. donc, c'est-à-dire que ça vire à la rumination. Et là, on peut quand même se demander s'il y a quelque chose qui devient pathologique. Donc c'est pour ça que je dis il faut être ami avec son imaginaire. Des fois, il nous envoie des messages qu'on peut trouver étranges, mais voilà, faut accepter, comprendre. C'est une rampe de lancement sur l'excitation. C'est la nourriture du moteur psychique. C'est important de partager ou pas forcément ces fantasmes avec son conjoint. Qu'est-ce que vous voyez là ? C'est risqué. C'est risqué. J'ai souvent vu en voyant les réactions, je me suis dit que c'était une mauvaise idée. D'abord parce que les gens très vite comprennent ou fantasme veut dire c'est ce que tu as envie de faire. Donc là, il y a un petit souci parce que du coup, vous étiez en train de raconter un imaginaire et là, d'un coup, on vous taxe d'avoir d'envisager des choses, etc. Donc bon, ça c'est la première chose. Ouais, en réception pour l'autre, c'est pas forcément toujours très cool. Non, voilà. Et puis il y a aussi, l'imaginaire de l'autre. Il peut me déplaire, tout simplement. S'il est très éloigné de mon imaginaire, ça peut me mettre mal à l'aise. Je peux ne pas savoir comment gérer en fait ce truc-là. Donc je dis souvent, si vous savez pas gérer, ne demandez pas. C'est mieux. Et en même temps, est-ce que ça dit beaucoup de nos blessures, de nos traumas ? Ce fantasme, parfois, est-ce qu'il peut venir aussi de là ? Oui, ça peut dire. Et justement, je suis pas sûre que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe, qui d'ailleurs l'interpréterait sûrement pas à la lumière de trauma, mais je suis pas sûre que c'est avec nos conjoints on a besoin de trouver la clé ou la réponse. Mieux avec soit un thérapeute ou des lectures pour explorer pourquoi ce fantasme en particulier. J'ai souvenir d'une discussion avec une personne que je connais bien, intime, qui s'était aperçue, c'était une femme, que sa sexualité, par exemple, était, elle considérait comme malsaine, et qui, en creusant, avait vu que finalement, il y avait des traumas qui étaient derrière ça. Très souvent, hein, vous c'est voyez pour ça que les ouais. fantasmes qui sont les plus effrayants pour les femmes, en se disant, mais comment je peux m'exciter sur un truc pareil, on fait ami et on essaye de comprendre c'est quoi le message crypté. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce tableau ? Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Là, ça peut être intéressant de consulter, d'ailleurs, quand on se pose des questions à ce niveau-là. C'est plus les femmes qui viennent vous voir dans ces contextes que les hommes, ou pas forcément ? Non, c'est plus les hommes. Ah oui. Moi, sur les fantasmes qui font peur. Hein. Oui. Les fantasmes qui font peur, qu'ils ont du mal à gérer, c'est plus les hommes qui s'effraient et qui parfois ont honte, enfin même souvent, ont très honte de ces fantasmes-là. Pour finir peut-être sur le fantasme, sur cette rampe de lancement plutôt positive, vous vous dites, accueillez-le comme un rêve en disant, finalement, ça peut être chouette et voilà, peut-être vivez pleinement avec cet imaginaire. Mais c'est formidable, c'est inépuisable. Oui. C'est un peu comme si vous aviez un artiste dont la capacité créatrice est inépuisable. Oui. Tous les artistes rêveraient de ça. Se dire sans arrêt, j'ai l'inspiration. Là, justement, c'est la capacité à avoir sans cesse une inspiration. Et je décris bien que c'est pas forcément des fantasmes, comme je dis en isme, fétichisme, masochisme, etc. Un fantasme, ça peut être une image, quelques secondes d'un rapport que j'ai eu précédemment qui était extrêmement bon, que je garde en moi et que je fais revenir à la surface pour le revivre encore une minute. Ça peut être vraiment des petites choses. Oui, puis vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être un contexte érotique qui nous plaît, de lieu, même d'endroit, d'espace aussi, de temps, de prendre ce temps. Tout est propice à imaginer des choses pour peu qu'on accepte
de se balader. Et ça, par contre, on peut en parler peut-être plus facilement, finalement. De dire, ça peut être un fantasme sous forme aussi de wishlist, par exemple. Ça peut être, j'aimerais bien qu'on prête du temps plus pour nous, ou qu'on aille à tel endroit, etc. Quelle est la part, en fait, entre le désir d'un contexte différent pour laisser place à la sexualité du fantasme? Alors ça, c'est plus dans ce que j'appelle les portes érotiques. Oui. C'est qu'est-ce qui m'érotise mais au sens de qu'est-ce qui va me donner envie. C'est très important de les repérer. Justement, et ça on peut en parler plus facilement. Il faut en parler, parce que si vous ignorez les portes érotiques de l'autre et qu'il ignore les vôtres, il y a de fortes chances qu'à chaque fois, il tombe à côté. Je pense à une patiente qui m'a dit, moi, j'aime les baisers langoureux avec la langue. C'est vraiment une porte érotique pour moi. Son conjoint l'ignorait totalement et en plus, n'était pas forcément fan de ce French kiss. Oui. Et c'était bien dommage parce que du coup, elle avait une porte érotique qui était constamment fermée. Il la ratait. Et il la ratait constamment. Ces portes érotiques, comment est-ce qu'on peut les réveiller ? Vous parlez quand même de réveiller l'éros quand même au sein du couple. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme conseil que vous pourriez donner ? Alors, pour que les gens soient un peu en prise avec ça... On approche de la fin de notre émission, mais c'est très important. Leur dis, prenez votre temps, ça ne se fera pas en 1 heure. Oui. Donnez-vous 15 jours, 3 semaines. Réfléchissez à cette phrase qui est celle d'une célèbre psychologue. Oui. Je suis érotisée quand ? 2 points. Et là, vous vous mettez à réfléchir. Quand tu me prends dans tes bras, quand je sais pas, quand je respire ce parfum-là, voilà. Et prenez le temps, ça prendra du temps, ça viendra peut-être à n'importe quel moment et vous notez. Si la personne en face fait pareil, vous échangez, vous fixez une date, vous échangez et là vous découvrez finalement la carte érotique de l'autre. Il y a des choses dont vous vous dites ça me tente pas tellement, même si c'est une porte érotique pour l'autre. C'est pas grave, ça sort, c'est pas quelque chose que vous allez faire. Mais enfin, sur toutes les portes érotiques, c'est savoir, c'est toujours mieux que complètement ignorer ce qui est érotique pour l'autre. Est-ce que ça peut pas être aussi, tu désires, de trop voir et du coup couper une forme de spontanéité ? Non, je crois pas, parce que dans la spontanéité, c'est un petit peu comme si je devais aller à Barcelone sans deviner, sans carte, sans rien. Et qu'on me dise, t'as 1 journée pour voir les monuments. Et que je me dise, waouh, mais je risque quand même de me tromper beaucoup de fois dans cette journée. Alors, je dis ça parce qu'on a vraiment cette vision que ça devrait être naturel. Alors qu'en fait, ce qu'on voit et ce qu'on comprend, c'est que ça demande de l'introspection, du discernement, de la compréhension, en fait. Oui, si par exemple, moi, j'aime être embrassée dans le cou, intensément, que ça m'excite parce que dans mon fantasme, je me raconte une petite histoire sur ça et que l'autre l'ignore complètement et que lui-même n'est pas fan qu'on l'embrasse dans le cou. Donc, ça veut dire que son propre langage n'est pas celui-là. Je vois pas comment il pourrait savoir, sauf par essai-erreur. C'est-à-dire qu'il essaye, moi je dis « c'est formidable, extraordinaire » et « on espère qu'il enregistre. » Qu'il note. Voilà, qu'il note. Mais donc, voilà, je trouve que c'est simplement dire il y a des choses qui m'érotisent et il y en a d'autres qui m'érotisent pas. C'est important aussi. Il y a des fois des gens qui s'obstinent sur quelque chose. J'ai entendu une patiente me dire il s'obstine sur mes seins. C'est pas du tout érotique pour moi. Mais il tombait des nues quand il l'a appris. Lui, ça l'érotisait. Lui, ça l'érotisait, puis il était persuadé. On fonctionne beaucoup avec notre corps. On a souvent l'impression que ce qui nous va bien à nous, ça va bien à l'autre. Et ça, c'est une erreur. C'est là l'intérêt de la carte érotique chez l'autre. Si moi, j'aime qu'on m'embrasse les seins, je vais en déduire que. Si j'aime qu'on m'embrasse dans le cou, je vais en déduire que. Mais chacun a des portes érotiques. Alors, il arrive que, évidemment, nombre d'entre elles puissent se croiser, mais les portes, c'est vraiment pour rentrer. Donc, elles ont plutôt intérêt à pas rester fermées. Alors, j'imagine que vous recevez aussi des couples, ou en tout cas des personnes seules, qui disent maintenant j'ai envie d'en parler, mais comme on n'en a jamais parlé depuis 5, 10 ans, 15 ans, et que l'autre n'a pas fait ce travail, puisque c'est l'homme ou la femme qui est venu, comment je fais, quoi, d'un seul coup Là, je pense au dialogue Imago, on parlait hors antenne de Claude Parisot. Est-ce que faire un stage, est-ce que finalement ça peut aussi aider, quoi
tout ce qui leur va bien et même tout ce qui est en dehors de mes compétences, parce que les retours que j'ai, c'est que ça peut fonctionner. J'ai des gens qui partent sur des stages tantriques. J'ai des gens qui partent sur utiliser des jeux, vous savez, des cartes de jeux en disant c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Donc, l'inconscient a parlé. Voilà, je me cache derrière ma carte et pouvoir s'écrire. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui le langage verbal articulé est pas leur compétence la plus solide. Donc écrire, je pourrais même dire s'ouvrir un cahier que chacun remplirait au fil de l'eau. Avec les pensées qu'il a envie d'y mettre. Et vous découvririez ce que l'autre a écrit la semaine précédente. Tout est bon, effectivement, pour pouvoir comme ça partager. Parce que finalement, je ne l'ai pas mis, mais aussi un des tue l'amour, enfin en tous les cas, tue le désir massif, tue l'amour aussi sûrement, c'est les malentendus. C'est qu'on infère beaucoup sur ce que l'autre a envie, n'a pas envie. Oui, il l'a dit une fois, et donc on imagine... Et c'est une erreur, parce qu'on n'est pas dans la tête de quelqu'un, que les choses peuvent changer, donc les malentendus se dissipent quand on met en place une forme de complicité, que ce soit en allant quelque part ensemble, ou au moins un canal de discussion. Tout ce qu'on est en train de dire a à voir évidemment à comment finalement être en lien à nouveau, comment se relier à l'autre. C'est ça la sexualité. Ouais, comment être en connexion, on est vraiment D'ailleurs, toujours toute dedans. Sexualité où il y a une déconnexion du lien, les hommes et les femmes le sentent. Me disent c'est mécanique, les femmes diront c'est mécanique. Ça veut dire j'ai l'impression qu'on est complètement déconnecté. Et les hommes diront elle n'est pas là. Pour dire, en fait, et c'est là où on voit que la sexualité seule ne suffit pas, c'est qu'ils veulent qu'elle soit là. Qu'elle désire, qu'elle aime ce qui est en train de se passer, d'où l'intérêt du plaisir, etc. Mais oui, c'est que du lien, la sexualité. Enfin, c'est essentiellement du lien, relation sexuelle, relation avec un autre Merci que de moi. le rappeler, Et vous dites, on terminera là-dessus, que l'érotisme rime avec vie, légèreté et joie. C'est un avant-goût d'une complicité, on vient de le dire, plus intime. Il y a vraiment cette qualité de présence de l'instant présent. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, vous disiez tout à l'heure, sur notre vélo, on pédale dans nos cages. Et finalement, c'est pour ça que le slow sex, le tantrisme aussi a fait école. C'est que, non pas pour forcément faire l'amour dans la lenteur, ça a été parfois mal compris comme message. Mais l'idée, c'est d'être vraiment dans cette conscience-là, dans cette joie-là, dans cette légèreté de l'être. Oui, et d'être présent, pleinement présent. Et quand deux personnes sont pleinement présentes dans quelque chose, elles le sentent et ça décuple effectivement leur désir et l'érotisme. L'érotisme, c'est la connexion. Et sans connexion, il n'y a pas d'érotisme. Et ça, à tout âge, et quelle que soit la longévité du couple, on peut le retrouver. Il n'y a pas de date de péremption. Voilà. Merci, très bonne conclusion. Merci infiniment, en tout cas, Cécilia Como, d'être venue faire un tour dans Métamorphose. C'était la première fois, mais ça me donne envie qu'on prolonge un jour cette discussion et qu'on tire des fils, parce qu'on voit bien à quel point on peut aller loin sur ces sujets. Je rappelle le titre de votre fabuleux ouvrage, J'ai envie, moi non plus, tout juste paru aux éditions Albin Michel. Et puis, chères auditrices et chers auditeurs, évidemment, si vous avez envie de témoigner de vos relations intimes, de votre sexualité, de votre désir sur nos réseaux sociaux, de partager, on est très ouvert sur la chaîne YouTube de Métamorphose, sur notre compte Instagram et puis évidemment sur les réseaux sociaux de Cécilia Como, c'est déjà le cas, donc merci infiniment. Merci à vous de l'invitation. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.